Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts et avec les spectacles. Et aujourd'hui avec un focus particulier sur l'art, l'art de collectionner, l'art de vendre aussi et surtout. Pour en parler, deux invités, le vice-président de la maison Arcurial et son nouveau représentant en Israël. Au sommaire également, le succès de l'exposition Velázquez à Paris. Pourquoi cet Espagnol attire-t-il toujours autant les Français? Quel mystère se cache dans ses peintures? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Et puis, en marge du congrès de l'UOIF qui s'est tenu ce week-end au Bourget, ce drôle de phénomène, si les musulmans de France appellent au respect, eh bien les non-musulmans, eux, cherchent à les comprendre. Les livres sur l'islam sont en plein boom, l'offre en librairie augmente et la demande est constante. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Merci d'être fidèle à i24 News. Il y a parfois des phrases difficiles à dire, comme cette phrase-ci. La semaine dernière, Serge Gainsbourg aurait eu 87 ans. 87 ans, on imagine notre Gainsbourg national, un peu plus fatigué bien sûr, mais certainement toujours aussi acerbe, lucide dans son coma et créatif dans son indolence. Pour fêter cet anniversaire qu'il n'a pas célébré, ses fidèles, ses fans se sont rassemblés devant la maison parisienne de l'homme à la tête de chou, parmi eux Billy Obam, le musicien avec lequel Gainsbourg avait fait du reggae. Il était donc normal qu'il lui souhaite un bon anniversaire en mode détente. Happy birthday, Gainsbourg. Happy birthday, Gainsbourg. Happy birthday, Gainsbourg. Happy birthday, Gainsbourg. 87 ans. Gainsbourg. En même temps, il n'y a rien d'exceptionnel puisqu'il était né en 1928. Velázquez, lui, est né en 1599 et au long de sa relative courte vie a assez peu peint. Artiste officiel de la cour d'Espagne, la plupart de ses tableaux sont dans son pays natal, en majorité au musée du Prado, et qui, par contrat, stipule que seulement 7 œuvres par an seront prêtées au musée à l'étranger. Donc, le Grand Palais qui présente 51 œuvres, eh bien, le Grand Palais est pris d'assaut par le public. C'est le récit, il est signé Sandy Fortis. Velázquez est au Grand Palais depuis moins de 2 semaines et c'est déjà un succès. Mais comment expliquer que cette première rétrospective parisienne consacrée à celui que Manet surnommait le peintre des peintres attire autant les foules? De manière générale, les expositions Velázquez sont très rares parce que le peintre a peu peint, parce que les tableaux sont très concentrés au musée du Prado, parce que les prêteurs, les propriétaires des tableaux, au public ou privé, sont très jaloux et légitimement jaloux de garder leurs tableaux. Donc il est rare de voir une exposition Velázquez. De ses débuts en 1611 dans l'atelier de Francisco Pacheco, jusqu'à ses derniers chefs-d'œuvre, Diego Rodríguez de Silva Velázquez n'aura peint qu'une centaine de toiles qui ont suffi à en faire le maître de l'école espagnole. La cinquantaine de tableaux exposés au Grand Palais retrace toute sa carrière. Cette exposition a véritablement l'ambition de montrer au public toute l'évolution de Velázquez, depuis ses débuts jusqu'à sa mort et même un peu au-delà de sa mort, avec ses continuateurs, surtout son principal continuateur, son gendre, Juan Bautista del Mazo. L'exposition met son œuvre en dialogue avec de nombreuses toiles d'artistes de son temps qu'il a pu connaître, admirer ou influencer. Diego Velázquez, peintre favori du roi Philippe IV, était considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps par ses pairs, tels que Picasso, Dali, Bacon ou Goya, mais aussi comme l'un des plus grands portraitistes de l'art occidental. Portraiturant un pape, Velázquez devient l'égal de Titien, devient l'égal de Raphaël, devient l'égal des grandes références de son temps. Il va donc mettre plus que son énergie, plus que son génie, il va tout mettre dans ce tableau. Le pape, quand il verra le tableau, dira « troppo vero », trop vrai. Le tableau est trop vrai, trop présent. Il est presque anxiogène. Jusqu'au 13 juillet, le public parisien peut donc découvrir le portrait d'Innocent X ou la tunique de Joseph aux côtés des autres chefs-d'œuvre exceptionnels de ce grand nom de la peinture espagnole et mondiale. Et nos deux invités sont là. Fabien Audin, bonjour, vice-président d'Arcurial. Bonjour. Philippe Cohen, bonjour. Bonjour. Le nouveau représentant Arcurial en Israël. Quand vous voyez l'engouement du public pour une exposition comme celle de Velázquez, vous qui dealez plutôt avec l'art moderne, l'art contemporain, ça vous fait quoi? On se réjouit parce qu'il nous
disperse très régulièrement des belles collections de tableaux anciens. Donc on est ravis d'avoir un engouement à Paris comme ça pour l'art ancien. Alors, Fabien Naudan, Arcurial, c'est une maison de vente française, une maison de vente aux enchères, qui s'est taillé sa place entre Sotheby's et Christie's. Vous ouvrez maintenant un bureau en Israël que vous représentez. C'est quoi l'idée? C'est parce qu'il y a des grandes fortunes, parce qu'il y a des grands collectionneurs, parce que le pays a de l'argent, des artistes? Alors c'est aussi plus simple que ça, c'est parce qu'on y a un ami. Et parce qu'on a des amis. C'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne raison pour débuter les choses. Et puis bien entendu, l'idée est de suivre aussi un certain nombre de nos clients, collectionneurs, amis. Il y a un marché extrêmement dynamique aujourd'hui en Israël. Et c'était pour nous une évidence que d'y être présent. Alors, encore une question à Fabien Naudan, après je parlerai à vous, Philippe. Non, cette maison Arcurial en Israël, elle va se nicher entre deux maisons israéliennes, Tirosh, une maison de vente aux enchères, et une autre qui s'appelle Matzart. Qu'est-ce que vous allez apporter? Comment vous allez faire votre trou? Est-ce que la French Touch a son importance? La French Touch a bien entendu son importance. C'est quand en France, nous avons démarré le projet Arcurial en 2002, il y avait un tissu de maisons nationales existants, il y avait un duopole anglo-saxon, et c'était... ça nous a semblé une idée intéressante de développer une approche différente, une troisième voie, une façon de faire les choses avec justement une touche notamment axé sur l'humain, extrêmement important. Et c'est avec cette sensibilité qu'on souhaite arriver en Israël. Alors, vous êtes en Israël. Avec vous, Philippe Cohen, donc le représentant Arcurial Israël. C'est une sacrée tâche pour vous. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous. Alors, vous étiez dentiste. Vous êtes surtout un très grand collectionneur. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ici en Israël avec ce bureau Arcurial? J'ai envie d'apporter un peu mon expertise de plusieurs années. Voilà, donc c'est vrai que on me met toujours une casquette art contemporain, mais j'ai collectionné aussi pas mal d'autres choses. J'ai collectionné des photos, des cartes postales anciennes, qui sont offertes à différents musées, des dessins orientalistes. Donc j'ai un bon œil sur tout le XXe siècle, j'ai un bon œil sur une partie du XIXe siècle, j'ai une curiosité naturelle de collectionneur, quoi. Donc qui fait que je pense être capable effectivement de pouvoir faire des expertises de collection ici en vue de les vendre dans notre maison de vente à Paris. Et puis, comme m'a dit Fabien, une grande histoire d'amitié, puisqu'au sein même de la maison, récemment, il y a encore dans le département de design scandinave, un collectionneur de design scandinave qui, comme moi, est consultant pour un nouveau département. Alors, c'est vrai, parce que pendant que vous parlez, on voit des images de votre collection, parce qu'il faut quand même, je le répète, vous avez une collection d'art contemporain extraordinaire. Oui. Alors, maintenant que vous êtes à la tête de Arcurial Israël, on nous voit tous les deux quand on avait fait la visite de votre collection. Un artiste israélien, par exemple, comme Ron Arad, est-ce qu'il peut faire spécifiquement l'objet d'une exposition ici, d'une vente ici plutôt, plus qu'ailleurs? Une des spécificités, déjà, l'histoire de l'art a tendance à conserver les artistes dans un pays. Le marché de l'art, aujourd'hui, a tendance à les globaliser. Et Ron Arad, est-ce un artiste anglais, né en Israël, est-ce un artiste israélien? Donc nous, aujourd'hui, on va avoir une approche beaucoup plus large. Et récemment, nous avons fait une vente monographique consacrée à Ron Arad. Et l'idée pour nous n'était pas de régionaliser ce marché, bien au contraire, de dire que, bien entendu, la force et la puissance de l'œuvre de Ron Arad devait rayonner bien au-delà de son pays d'origine, bien au-delà de l'Europe. Mais maintenant, c'est temps, nous avons des clients en Asie, en Europe, aux États-Unis. Bon, et c'est un peu on voit les œuvres de Ron Arad. Donc ça veut dire que vous allez chercher ici des artistes, des choses à vendre à l'extérieur ou des choses de l'extérieur à vendre ici? Peut-être pas. Notre rôle d'une maison de vente et Arcurial, mais les autres, n'est pas de chercher à défendre nécessairement des artistes. Ça, on le fait par amour de l'art. De temps en temps, on fait des signatures de livres ou quelques expos thématiques, mais surtout, on cherche des collectionneurs qui ont des objets à vendre et puis des collectionneurs qui voudraient en acheter. Alors justement, à propos de collection, je m'adresse à vous qui êtes pieux. Est-ce que c'est vrai que Noé a été le premier collectionneur de l'histoire? Oui, alors ça, c'est plutôt une question. C'est une question qui. Et oui, moi je suis pieux. Mais si on entend par collectionneur l'idée de préserver, de rassembler, oui, Noé est le premier collectionneur de l'histoire. Alors, je repose une autre question à vous, Philippe. Comment peut-on faire, comment on peut dealer ou associer à la fois l'art de la collection, l'idolâtrie et la religion?
Vous avez 30 secondes, évidemment. Ça ne va pas être simple, D'accord. mais en fait, en 30 secondes, c'est juste une question de que fait-on avec les images qu'on collectionne. Voilà, donc il y a l'image qui est collectionnée, qui est adulée et qui devient donc une forme d'idolâtrie. Et puis il y a l'image qui nous transcende. Donc voilà, c'est la partie transcendantale, si vous voulez, de l'image, des objets, et à qui il faut enlever son caractère de sculptural, quoi, tout simplement, et qui nous amène vers une réflexion plutôt spirituelle. Sortir de l'inanité Voilà. pour aller vers le spirituel. Et à ce moment-là, C'est beau. il n'y a pas d'idolâtrie. Une dernière question à tous les deux. Est-ce que vous pouvez, l'un ou l'autre, nous parler de Arcurial à la Biennale, ce projet Enki Bilal, Johan Sfar? Alors c'est un très beau projet et que l'artiste, donc Enki Bilal, a souhaité conserver parce qu'il y aura une partie de mystère, bien entendu, en amont, mais je crois que Enki a voulu aussi que le visiteur garde après sa visite une grande part de mystère, donc il y aura des visions éphémères. Que va-t-on en garder? Qu'aura-t-on vu? Ça a l'air très, Oui, très abscon, on va dire. Non, c'est très mystérieux. En effet, ça se passera pour partie dans le noir avec une projection quasiment subliminale d'images. Et je pense que c'est une partie du travail de Enki qui va transpirer à travers justement ce côté fluide et éphémère. Il faut juste dire vraiment très très court que Enki Bilal, donc ce dessinateur, a un lien particulier avec Arcurial. Alors oui, Enki Bilal entretient depuis des années un lien très particulier, puisqu'on a, au-delà des quelques ventes monographiques ou des œuvres très importantes qu'on a pu disperser, aujourd'hui Enki Bilal entretient avec Éric Leroy, qui est le directeur du département bande dessinée d'Arcurial, un grand lien d'amitié et de confiance qui va bien au-delà des opérations commerciales qu'on peut mener avec lui. Bon, eh bien écoutez, merci à tous les deux. Longue vie donc Arcurial Israël, longue vie Arcurial en général. Merci beaucoup d'apporter l'art dans ce pays. Merci Valérie. Et en général, ne bougez pas parce que je sens que vous allez bouger, restez avec nous. On va vous montrer un highlight, c'est-à-dire une idée d'exposition du jour avec un artiste qui s'appelle Alfaro. Regardez, c'est intéressant et c'est signé Daniel Campos. L'art d'Alfaro est visuel et étonnant. Il stimule le cerveau et les sens en explorant les liens entre violence et histoire religieuse, des églises, des synagogues, des mosquées et même des mausolées. Tous ces édifices sont reconstitués à partir d'armes et de munitions. Des bâtiments finalement reconstruits en respectant les proportions et le style architectural d'origine. L'une de ces sculptures monumentales, la mosquée bombardée, a pris un an de travail à l'artiste et plus de 50 000 cartouches et enveloppes de bombes. Des sculptures parées d'or et de turquoise, mais le dôme reste dégradé d'un côté seulement, une manière pour l'artiste de nous rappeler tous les conflits actuellement en cours. Voilà, on va terminer ce Culture Mag avec un petit phénomène de librairie en marge, librairie en France, en marge du congrès de l'UOIF dans le pays français. Nombreux sont les non-musulmans à vouloir comprendre l'islam, d'où un boom dans les librairies. C'est le récit de Ariane Hassan. Dans cette librairie religieuse du centre de Paris, le rayon islam est bien fourni. C'est ce que cherche Patrice, notamment des livres sur le respect de l'autre. Je viens d'acheter Le Prêtre et l'Imam, où on assiste au dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Je trouve que c'est très important dans cette période. Et Patrice n'est pas le seul à s'interroger. Depuis les attentats du mois de janvier, les ventes d'ouvrages consacrés à l'islam ont presque triplé par rapport à 2014, selon le syndicat de la librairie française. Et je crois qu'il faut savoir dépasser le côté strictement intégriste pour voir un petit peu ce que peuvent apporter chacune des religions. Ce sont les ouvrages d'explication et d'analyse qui se vendent le plus sur le sujet. On est vraiment ici avec vraiment un dénominateur commun à tous ces clients qui viennent, c'est de comprendre et de se documenter avant éventuellement d'avoir et de se forger sa propre opinion. C'est vraiment ce que je ressens moi profondément. Chez cet éditeur, les commandes de Coran ont aussi augmenté de 30%. Même s'il le concède, ce n'est pas le texte le plus simple pour découvrir l'islam. Il conseille plutôt de lire une biographie du prophète Mahomet. Il y a une grille de lecture à avoir à l'esprit
pour comprendre comment est écrit le Coran et ce qu'il veut dire dans tel verset et tel autre. Dans le Coran, vous avez des versets qui annulent d'autres. Enfin, il y a toute une science, il y a d'ailleurs toute une science développée en islam pour la compréhension du Coran. Un besoin de pédagogie dont se soucie l'éditeur, alors que des centaines de jeunes partent faire le djihad en Syrie. Il a retiré certains ouvrages de son catalogue pour éviter les amalgames et les incompréhensions. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous rappelle que si vous avez raté une partie de ce journal ou d'autres moments de la chaîne, vous pouvez bien évidemment télécharger l'application i24 News et puis regarder quand vous voulez sur votre iPhone ou sur votre tablette. On va se quitter sur ces images-là. Merci beaucoup. À demain, juste après, c'est l'info qui continue. Merci.